Yo, salut tout le monde. Parmi les grandes questions, les grands débats qui agitent la communauté Bleach, il y en a un qui est un petit peu à l'écart, car il ne parle pas de puissance ou autre, c'est est-ce que Kuchiki Byakuya aurait dû mourir? Est-ce qu'il aurait dû mourir face à Ace Note? Et est-ce que finalement, Tite Kubo ne l'aurait pas ressuscité sous la pression des éditeurs ou des fans? Alors cette vidéo est un peu particulière parce qu'elle n'est pas écrite, elle est en improvisation, et surtout elle a une dimension communautaire. Donc je vais vraiment mettre la lumière sur vos avis à vous, que j'ai récoltés notamment via Twitter, X, et ainsi je vais faire la part belle à vos posts, à vos argumentations, et comme ça d'ailleurs, si le format vous plaît, on fera d'autres vidéos comme ça. Bien évidemment, moi je vais donner mon avis, et ainsi de suite, comme ça c'est toute la communauté Bleach qui est présente sur X Twitter, qui pourra, à travers mes vidéos, à travers ma modeste audience, s'exprimer, partager ses idées, et offrir une dimension communautaire que j'ai toujours voulu avoir sur ma chaîne. Donc c'est un premier jet, un premier concept, un premier test, donc ne m'en voulez pas s'il y a quelques imperfections. C'est parti, on va mettre la lumière sur vos avis, on va claquer nos bancailles, et c'est pourquoi d'ailleurs il faut me suivre sur X et TikTok, parce que justement c'est là-bas que je demande vos avis. Sur TikTok c'est pas tout à fait le même contenu que sur YouTube, j'ai des projets à venir là-bas, et surtout il va y avoir des concours qui peuvent pop à tout moment, avec de belles figurines. Moi je dis surveillez mon compte X et allez voir mes petits posts, il peut y avoir des surprises. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier et vous présenter le partenariat qui est Oli et que vous commencez à bien connaître, sauf que il y a du nouveau. Laissez-moi vous en parler, ça va pas nous prendre plus qu'une minute et ça peut vraiment vous intéresser. Si je travaille avec Oli, c'est parce que je valide les produits directement en étant moi-même client. Ensuite parce que vous avez soutenu et validé notre collaboration et je vous en remercie encore, car ça veut dire que ça a plu à toutes celles et ceux qui en ont acheté. Mais c'est aussi et surtout, avant tout pour ces 4 grandes raisons objectives et intestables. En numéro 1, la composition est saine. Sans sucre, sans taurine, avec des arômes et colorants naturels, ce qui la rend plus saine que la plupart des alternatives. En numéro 2, en plus, elle est enrichie en antioxydants pour une hydratation saine. En numéro 3, c'est écologique, un seul pot, évite de jeter 50 canettes. Et enfin, en numéro 4, pour ceux voulant un boost d'énergie en mode haricot senzu, l'efficacité est supérieure au café et aux concurrents. La caféine cristallisée de la gamme Énergie procure un effet à plus long terme. Si c'est votre premier achat, je vous conseille en toute logique les packs découvertes, tu pourras tester toutes les saveurs et c'est à moindre coût. Mais si comme un bon nombre parmi mes abonnés vous avez déjà testé, je vous conseille désormais de partir sur les pots car plus rentable et écologique. Et en plus c'est plus sain que toutes ces boissons sucrées. Mais la vraie grosse nouveauté arrive pour les fêtes de fin d'année. Oli propose un calendrier de l'Avent en 2 formats pour tous les budgets, contenant 24 produits dont des saveurs inédites. De quoi offrir un cadeau original à soi-même ou à un proche, utile, tout en soutenant mon travail. Avec le code FAREM5, tu obtiens 5€ de réduction sur ta première commande. Et avec le code FAREM, c'est 10% sur l'intégralité du site, donc t'as plus aucune excuse. Vous trouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Merci à vous pour votre soutien, j'insiste, et je tiens également à remercier Oli pour leur confiance et ses partenariats. On peut commencer. Avant de donner la parole à toute la communauté, à tous les gens qui me suivent et qui ont utilisé leur temps pour me répondre, d'ailleurs j'ai divisé les réponses en 2 catégories, donc les non et les oui. Est-ce qu'il aurait dû mourir? Oui. Et est-ce qu'il aurait dû mourir? Non. Et il y a quelques réponses qui sont nuancées et j'ai bien dû les classer dans une catégorie, mais bon c'est comme ça. Eh bien j'aimerais parler rapidement de la rumeur selon laquelle si Tite Kubo a admis que Kuchikibiya aurait dû mourir et qu'il a changé d'avis. C'est acté, il y a vraiment plein de gens qui en parlent de cette façon-là sur les réseaux, avec un aplomb et une assurance, mais sans jamais citer la moindre source. C'est-à-dire que c'est une théorie du complot, c'est une superstition, une supposition qui sort de nulle part. J'ai fait des recherches, faites vos recherches. C'est vraiment des gens qui pensent que l'éditeur a fait pression. C'est des gens qui pensent que comme il est populaire, peut-être qu'il a reçu des menaces de mort et il est revenu sur sa décision. Mais vous croyez vraiment qu'un mangaka comme Tite Kubo, qui écrit ses personnages avec tant de subtilité, c'est comme des fils extrêmement longs. Un fil va apparaître au tome 6, c'est le fil par exemple d'une trame interne à Renji, elle va se résoudre dans les tomes 60, comme j'en parle très bien dans ma vidéo sur la review de Renji, son rapport à l'étoile, son rapport à Rukia, au chien hurlant face à la lune, etc. Ce sont des histoires et des lignes qui sont tissées et tracées sur de nombreux tomes, et Tite Kubo à chaque fois sait où il va.
il va très très loin dans les symboliques et la cohérence de son récit et de ses personnages, même dans le choix des noms, dans l'apparence visuelle du personnage en question, puis ensuite le symbole de la division, ce que représente la fleur de la division, ça va très loin, notamment avec le personnage de Rukia ou de Rangiku, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Donc vous croyez vraiment que Tite Kubo va bouleverser complètement son scénario et le destin d'un personnage aussi important pour ça? Et vous croyez vraiment que les éditeurs ont un tel poids? Ils peuvent avoir un tel poids, mais ça a toujours été connu que Tite Kubo est très respecté au Shonen Jump et qu'il a de bonnes marges en fait, qu'il gagne plus d'argent, en tout cas à une époque, que Masashi Kishimoto, qui pourtant en vendait davantage. Je sais pas, il a peut-être négocié un meilleur contrat. D'ailleurs là aussi, justement, je ne vais pas faire l'effort d'aller chercher les sources, je n'ai pas vraiment le temps, donc ça se trouve je dis peut-être des bêtises, et là aussi, l'esprit critique doit s'exercer, y compris sur mes propres vidéos et ce que moi j'avance, tant que je ne cite pas de source. Là je ne vais pas citer de source, je le concède, donc peut-être que c'est une semi-vérité, n'hésitez pas à la vérifier par vous-même et en parler dans les commentaires, mais c'est quelque chose qui est très connu depuis longtemps, mais voilà. Alors, je vais maintenant vous montrer le sondage que j'avais fait sur X, sur Twitter, et on va voir un peu qu'est-ce qu'en pense la communauté. Est-ce que selon la communauté, la démocratie bleachienne pense que Byakuya aurait dû mourir ou survivre? Et le résultat est sans appel, il est pas si serré que ça, alors que au début, j'ai suivi les votes de près, et il y en a quand même pas loin de 1000, donc c'est pas mal je trouve, à l'échelle de la sphère francophone, et uniquement pour mon propre compte, car je n'ai pas été partagé par les gros comptes de Bleach. Durant les premières heures du sondage, c'était l'inverse, c'était le Byakuya devait survivre. Et moi ça me paraissait cohérent. Et ensuite, au fil du temps, ça s'est inversé. Sachant que j'ai laissé le sondage ouvert durant 2 jours il me semble, 2 ou 3 jours, pas plus. Mais bon, ça n'aurait pas changé grand chose, à chaque fois le gros des votes est fixé en quelques heures, une journée. Et donc, selon la communauté Bleach, en tout cas qui me suit, Byakuya devait mourir à 62%. C'est-à-dire que 62% des gens qui aiment Bleach et qui me suivent estiment que Tite Kubo n'a pas fait le bon choix. Et ça m'étonne. Surtout que là en plus avec l'animé et TYBW, son retour a été sublimé et on est plus à même de comprendre, y compris en relisant le manga, toute la symbolique, tous les messages que ça apporte et que là aussi j'ai développé dans une vidéo review que je vous invite à aller voir et je vais pas tout répéter ici. Donc je suis un peu étonné. Et donc maintenant, nous allons nous attarder sur des avis que j'ai sélectionnés. Il y en a davantage. Si vous voulez aller creuser et poursuivre les débats, je mettrai le tweet, le post dans la description. Donc finalement, même si le tweet date d'il y a quelques semaines, si vous répondez à des gens et si vous avez des arguments pertinents ou si vous me retweetez pour répondre ou autre, ça peut relancer le débat, n'hésitez pas. Ou en commentaire surtout, en commentaire pour le référencement. Non en fait, oubliez tout ce que je viens de dire, mettez tout ça en commentaire et n'allez pas sur Twitter. Alors, on va commencer avec un tweet de LV Kuchiki, que je salue, et qui est une grande fan de Byakuya devant l'éternel. Alors elle, c'est un ni oui ni non, mais je l'ai quand même mis dans les noms pour équilibrer. Elle nous dit « Oui et non. D'un côté, ça aurait eu un impact incroyable, surtout sur Rukia et Ichigo. Mais d'un autre côté, non, puisque sa relation fraternelle avec Rukia n'était pas complètement aboutie, comme elle l'est après leur combat contre Asnoth, où il lui dit qu'elle est devenue forte. Et je suis totalement d'accord. Même moi, en fait, mais vraiment à l'époque de la parution des chapitres, etc., en temps réel, je faisais partie des gens qui, à vif, à chaud, avec moins de recul et d'analyse, pensaient qu'il aurait dû mourir, car tout simplement la mise en scène nous le disait, et même Jougram le disait. Donc voilà, son Zanpakuto se brise, et on se rappelait qu'il avait dit à Renji, après l'avoir éclaté, que lorsqu'un Zanpakuto se brise, c'est que son propriétaire est vraiment sur le point de clamser. Bon, Renji n'était pas mort non plus. Mais voilà, puis il y avait la transmission à Ichigo de protéger la Soul Society, et ça c'était une évolution immense et qui quelque part terminait sa relation avec Ichigo. Mais il est vrai que celle avec Rukia n'était pas encore totalement achevée et qu'il y avait un truc à faire face à l'affrontement de la peur et que elle-même Rukia vivait sous le joug de plusieurs peurs liées à son frère, à l'adoption, etc. Mais je vais pas tout refaire le débat. Ensuite on a un tweet de la copine de Jon Snow, à savoir Anne Snow, que je salue également. Alors les arguments pour sa mort sont compréhensibles pour laisser la place au développement de Rukia et Renji, mais je pense que ce n'était pas encore le moment pour lui et que si prochain arc il y a, des événements révélations l'attendent. Et c'est ce que je pense aussi. Et d'ailleurs, ça tombe bien, ma dernière vidéo, avant celle-ci, est une vidéo qui vous retrace l'histoire de Kuchiki Byakuya et des nombreux mystères qui subsistent encore autour de lui, de sa famille, le clan Kuchiki, son rapport à l'histoire de Soul Society, Isana, sa femme défunte, son père, son grand-père,
Et il y a vraiment de quoi creuser, donc je vous invite vivement à aller la voir, et elle sera également en description. Ensuite on a Shell, un compte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et qui est un ou une, je ne sais pas, expert en expertise sur Orihime, et qui fait de très bons trades. Franchement, j'ai jamais vu un aussi bon ou une aussi bonne avocate de Orihime. Alors, on va partir du principe que c'est elle, car je ne sais pas. Sa mort n'aurait rien apporté de spécial. Les développements de Rukia et Renji étaient déjà presque finis. Il manquait juste sa scène avec le Bankai de Rukia. Il avait besoin d'une défaite écrasante pour se remettre en question et gagner un peu en humilité. Et là aussi, je suis d'accord. Vous vous doutez bien que j'ai sélectionné des posts, et donc forcément, si je les trouve pertinents, c'est que j'y trouve des choses intéressantes et que je partage. Comme ça me permet de même pas avoir à les dire. Donc ouais, je rejoins totalement ce post, notamment sur le côté, oui, Byakuya c'était l'incarnation de l'arrogance et de la noblesse, et il paraissait presque intouchable, on va dire impossible à déstabiliser. Et là, le fait de le montrer crier et avoir peur, et montrer que finalement Rukia était tout pour lui désormais, et que c'est justement ce qui a causé sa faiblesse, est très très puissant. Mais bon, je ne vais pas refaire toute l'analyse comme je l'ai déjà fait dans ma vidéo review. On poursuit avec Isaac, que je salue. Alors là, c'est une réponse en plusieurs points. Non, car mourir ici serait trop indigne pour un perso aussi iconique. Non, car ça aurait terni l'impact de la mort de Yamamoto. Et inversement, non, car il aurait failli aux dernières volontés d'Isana, celle d'être un grand frère idéal pour Rukia, et il a 40 trains de retard. Non, pour le développement de Rukia, Byakuya a grandement contribué aux insécurités et à la dépression de Rukia en ne lui accordant aucune attention pendant 40 ans, y compris quand elle en avait le plus besoin, à la mort de Kaien, puis forcément à son exécution. Le développement de Rukia consiste à se sentir digne des Kuchiki, et ça passe par la reconnaissance de son frère et chef du clan, qu'elle obtient finalement suite à cette survie, en débloquant le HNT Haka no Togame Gohan Super Saiyan 2. Ces mots de Byakuya à l'égard de sa sœur sont indispensables à leur développement. Non, car toute l'écriture entre Byakuya, Rukia et Asnoth est culte. Je ne peux pas croire que Kubo ait dû improviser ce script tellement c'en est satisfaisant, ceci est mon Shikai, et ce qui s'ensuit me fait penser que ça a été rigoureusement planifié. Et c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est évident que Tite Kubo ne va pas bouleverser ses plans sous la pression d'un éditeur pour un personnage si crucial et dont le développement est intrinsèquement lié au développement de Rukia, qui est un petit peu le deuxième personnage le plus important de Bleach. Voilà, et c'est vrai que les répliques sont excellentes, que tout est tracé en fait, c'était évident qu'on allait arriver là. Le fait qu'on ait cru qu'il était mort, c'était pour la transmission de volonté à Ichigo, pour créer de la tension, une scène épique, mais c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la mise en scène de la mort de Yamamoto. Là, c'est une vraie mort. Et il continue, non car la dernière faveur de Byakuya à Ichigo ne peut logiquement pas aboutir sur l'instant T, puisque Ichigo est impuissant. L'événement survient trop tôt dans l'arc selon moi pour être pertinent. Par contre, le maxage du drame, mais finir comme ça, c'est assez moche. Je le rejoins, mais c'est une technique narrative qui est fréquente. On avait eu pareil dans Naruto avec Kakashi, et il y a plein d'autres exemples. Moi, je trouve que ça passe parce que faut bien prendre en compte le côté aussi publication hebdomadaire à la base. Même si un manga se lit par tome, c'est comme ça qu'on les apprécie davantage, eh bien, il y a également le rythme hebdomadaire à prendre en compte, la pression des éditeurs, les classements, etc. Donc faut trouver des pics de stress, des cliffhangers et ainsi de suite. Il poursuit, non, car Rukia est KO au moment du drame. Donc elle va se réveiller et on va lui annoncer que son frère est mort. Nul à chier. Quitte à faire mourir Byakuya, autant jouer la carte de l'émotion à fond. On veut des pardons et des adieux déchirants entre frères et sœurs. Non, car pas de successeur légitime reconnu. Et ça c'est vrai. Byakuya est un enfant unique au contraire de Yoruichi, et un frère qui pop ici ferait pas sens. Ses parents sont morts, et Ginrei est finito. En somme, Byakuya est trop important pour la perpétuer de sa lignée et de ses gènes supérieurs. Faudra piocher chez un cousin ou une filiale façon Tokinada, donc repartir de zéro, tout en crédibilisant son Rei Ryoku, puisque Byakuya est considéré comme le plus puissant chef Kuchiki de l'histoire, ou alors assumer le downgrade du clan par son successeur ou par un Ginrei vieillissant. Non, car les Kuchiki sont vraisemblablement à la tête de la 6ème depuis des siècles. Le symbole même de la 6ème est noble cause, donc Ginrei serait probablement un nouveau capitaine. Renji n'a pas pour ambition de monter en grade, je sais pas d'où ça sort ça, mais d'être digne de Rukia. Bien que devenue digne, Rukia n'est pas une véritable Kuchiki, et elle n'a rien à faire à la tête de la 6ème non plus. Sa place est fondamentalement à la 13ème, pour plein de raisons. Succéder à ses mentors, charge de la ville de Karakura, personnalité, symbole de la division. L'entièreté de son développement et de son écriture fait écho au symbole espoir de la 13ème division, voire son deuxième poème aussi. Même l'insigne de la 13ème, Perce-Neige, n'a probablement été conçu que pour elle. Byakuya, Zaraki et Rukia sont les persos qui représentent le plus le symbole de leur division. Non, spoil, car il y a déjà un autre perso important dans l'entourage de Rukia
programmé à clamser. Lui plus Byakuya, ça ferait trop dans un même arc, et ce serait vraiment abusé qu'elle subisse autant de pertes auprès de Kaien, et plus personne pour accompagner la mariée. Et enfin, non, car Kubo a déjà confirmé que Grimmjow était le seul personnage dont il a fait rétropédalage d'une mort probable, voir la question 28 du volume Jet. Donc faut choisir, soit on est avec Kubo jusqu'au bout, soit vous légitimez les Ichiruki, c'est l'un ou l'autre. Alors c'était une longue réponse, mais elle était tellement bien argumentée et pertinente, et Isaac c'est quelqu'un que je croise régulièrement sur ce réseau, et qui est souvent pertinent, qui connaît vraiment bien le personnage de Byakuya, l'œuvre de Bleach, il n'y a qu'à voir son avatar. Donc voilà, je tenais à lui accorder toute cette place dans la vidéo. Et si son contenu vous intéresse, si sa façon d'aborder Bleach et d'analyser l'œuvre vous parle, n'hésitez pas à aller le suivre. On va maintenant rentrer sur la sélection de posts oui. Il y a Vincent Velia qui nous dit: il aurait dû mourir, et ça aurait fait un énorme déclic pour beaucoup de personnages, et notamment sur la scène, sauf Soul Society. Mais sans lui, Rukia ne serait pas parvenu à maîtriser Akano Togame, donc finalement c'est un équilibre. Il aurait dû y rester, mais face à un autre, genre Gérard, histoire de compléter l'histoire des Kuchiki et finir le développement de Rukia. Ça aurait laissé la place pour Renji de devenir capitaine, et ça aurait vraiment mis l'emphase sur la transmission avec Rukia, Renji et Ichigo. Là c'est purement subjectif, il y a du bon dans ce qu'il dit, il y a des choses pertinentes que je comprends, mais on est vraiment sur une question de point de vue. Pour moi, Renji n'a pas forcément vocation à devenir capitaine, c'est pas son accomplissement final. Enfin, après oui, si, on pourrait me dire que si, vu que son but est d'égaler Byakuya, mais il l'admire également surtout. Sa finalité d'écriture, c'est surtout en lien avec Rukia. On continue avec Fabienne, que je salue aussi. Byakuya est mon perso préféré de toute la série. Évidemment que j'aurais été dévasté s'il était mort. Cela dit, étant donné l'étendue de ses blessures, il était clairement destiné à mourir. Et comme c'est un perso important, le choc aurait été énorme. Et ça, c'est vrai qu'à l'époque de la publication du chapitre, c'était assez gore. On avait rarement vu une blessure aussi gore. On voit ses côtes, il est totalement ouvert du ventre. Si Byakuya ne meurt pas de ça, de quoi peut-il mourir ? Oui, d'une décapitation. Mais après, justement, ce sont des âmes, et des âmes particulièrement résistantes, car ce sont des particules spirituelles, etc. Et Byakuya a une forte volonté, et comme le disait très bien tout à l'heure Isaac, il a un Rei-Ryoku extrêmement élevé. Il est issu d'une famille de la très haute noblesse, et il est même parmi cette très haute noblesse, c'est le plus fort de sa famille, de sa lignée, qui date de plusieurs millions d'années. Donc voilà, c'est pas non plus étonnant qu'il ait pu survivre à ça. Kitano nous dit, oui, la mort d'un capitaine aussi important, en plus de Yamamoto, aurait donné encore plus d'ampleur à la menace Quincy. Ça aurait rendu ses derniers mots à Ichigo encore plus forts, et il y aurait eu un bon potentiel de développement supplémentaire sur Ichigo, Renji et Rukia. Là on est sur du pur what if, car il y a bel et bien eu de très beaux développements autour de Ichigo, Renji, Rukia, et même Byakuya. Donc c'est du pur what if, peut-être, c'est vrai, on serait parti dans une autre direction, peut-être que ça aurait été mieux, peut-être pas. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est celle que Chitekubo a choisie, et moi elle me satisfait. Mais j'entends ton avis, franchement, je comprends. C'est vrai que ça aurait donné plus de poids à certaines choses, mais il y en avait déjà pas mal. La mort de Yamamoto c'était quand même quelque chose, et le massacre global des troupes, c'est une défaite pour les Shinigami. Ensuite il y a Aiz, qui nous dit « Oui, ça aurait encore plus montré la dangerosité des Sterns, donc même argument, en plus du fait qu'il n'y ait pas assez de morts importantes dans l'arc. » C'est vrai, mais en même temps, la quantité de morts ne fait pas la qualité d'une œuvre, c'est les raisons qui amènent à une mort, qu'est-ce que ça apporte derrière, etc. Renji aurait enfin pu surpasser Byakuya avec l'entraînement de la division 0 et devenir capitaine, et grâce à ça, Rukia aurait pu le venger. J'aime l'idée de la vengeance, mais finalement c'est ce qui se produit, sauf que, comme on l'a dit précédemment, la vengeance s'est faite en complémentarité avec son frère, et voilà, elle a enfin sa place totale en tant que Kuchiki, et son frère lui a fait confiance, et il l'a aidé à déployer son Bankai correctement, voilà, de garder la maîtrise et de garder confiance, et les deux finalement ont vaincu leur propre peur, c'est pour ça que Aznot ne pouvait plus rien faire. Et Renji qui devient capitaine de la 6ème, je ne sais pas, ça me parle pas. Ça aurait pu être cool visuellement, mais c'est une division qui est très associée au Kuchiki, et Renji, je sais pas de quelle division il pourrait devenir capitaine, franchement. En plus lui-même il est passé de la 11ème à la 6ème, etc. Bon, la 11ème, autant dire que c'est pas près d'arriver, voilà. Donc on passe ensuite au dernier tweet que j'ai sélectionné, de Tang Long, qui nous dit « Toute la scène laissait supposer qu'il devait mourir à ce moment-là, mais bon. » Oui, mais encore une fois, c'est une technique narrative qui n'est pas forcément à condamner, qui peut certes déstabiliser, mais voilà, il y a plein d'explications, le rythme hebdomadaire, la nécessité de faire du cliffhanger, la nécessité de créer une immense tension pour Ichigo, et une colère démente
face à Yuwabak, mais qu'ensuite ils survivent et tout, finalement ça apporte d'autres éléments, d'autres choses, d'autres fruits, que visiblement plus de 60% auraient voulu cueillir à l'arbre qu'est Bleach, mais c'est ainsi, il faut l'accepter, et il faut voir le bon dans Bleach, comprendre ce que veut nous faire parvenir Tite Kubo, avec son œuvre, avec son personnage, ses titres de chapitres, ses dialogues, ses sous-textes, car dans Bleach, les dialogues les plus importants et les bulles les plus pertinentes ne sont pas finalement du texte, elles sont un peu transmédia, voilà, ça part d'un nom de chapitre, faut faire le lien avec un autre chapitre, et puis il y a des symboles dans le nom des Zanpakuto, dans des petits dialogues discrets, vous voyez. Et on va conclure car je n'ai plus de voix et je pensais faire une vidéo courte. Byakuya est bel et bien mort en réalité. C'est l'ancien, celui du début du manga, qui faillit conduire Rukia à l'exécution, qui mourut ce jour-là. Et voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, donc si le format vous plaît, dites-le moi, faites-le savoir, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à répondre à ce que moi j'ai dit, à certains tweets, allez me suivre sur X, comme ça on pourra débattre à nouveau, voilà, mettre en place d'autres débats, faire d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à ce compte YouTube, avec la cloche c'est très important car de grosses vidéos vont arriver bientôt, dont des théories, de la vidéo sur Aizen et tout, vous n'êtes pas prêts, mais ça va prendre un petit peu de temps, mais quand ce sera là, vous serez content. Je n'oublie pas la partie 2 de l'iceberg, elle va sortir, ne vous inquiétez pas, mais je ne veux plus m'avancer. Je remercie encore Oli pour le partenariat et les soutiens, allez vraiment voir ce qu'il propose, en plus il y a des codes très avantageux, et par vos achats avec les codes partenariat, ça vous permet de réellement me soutenir financièrement. Vous le savez, l'argent c'est le nerf de la guerre, et sans argent, les vidéos s'arrêtent. Finalement, je ne peux pas vivre, je ne peux pas manger et continuer. J'essaie de trouver le juste équilibre entre les bons partenariats que je valide, les vidéos dont j'ai envie de vous parler qui m'animent moi-même et qui vont vous plaire, et un équilibre financier tout de même. N'hésitez pas à me soutenir, que ce soit par l'achat via Oli ou par les autres moyens que vous découvrirez en description. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, gardez toujours espoir. Sur ce, ciao.